Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com. Question argent, votre rendez-vous où des experts viennent vous répondre pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles. Et aujourd'hui, nous allons parler des mutuelles et du pouvoir des sociétaires au sein des mutuelles. Et pour cela, nous recevons Anne Le Golf, qui est secrétaire générale du Crédit Mutuel Arkea, et Serge Brichet, qui est le président de la MGFI, la mutuelle des fonctionnaires du ministère de Bercy. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation et de vous prêter au jeu des questions que vont nous poser pendant près d'une demi-heure nos internautes. On commence tout de suite par Géraldine qui vous demande quelle est la bonne définition d'une mutuelle. C'est une très bonne question pour démarrer notre échange, effectivement. Une mutuelle, c'est tout simplement un regroupement d'individus au sein d'une entreprise à vocation collective, à vocation de projet collectif. Et si je peux me permettre de compléter, une entreprise, une organisation à l'intérieur de laquelle se partagent un certain nombre de valeurs, que sont notamment la démocratie, la responsabilité et la solidarité, en tout cas pour ce qui concerne les mutuelles santé. Et ces valeurs sont communes ou bien elles peuvent être aussi adaptées en fonction de l'histoire des mutuelles qui ont plutôt été liées à un secteur au départ? Exactement. Alors elles ont un socle de valeurs qu'elles partagent et qui s'est effectivement enrichi en fonction justement de l'objectif auquel ces mutuelles pouvaient répondre. S'agissant de la banque, effectivement, on a des objectifs et un apport un petit peu différent de ce que peut être une mutuelle santé. Pour autant, et en tout cas leur raison d'être, j'ai envie de dire, est tout à fait commune. Et leur raison d'être, et on en discutait d'ailleurs tout à l'heure, est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, ces valeurs partagées, la solidarité, font un peu sens et consensus dans un environnement socialement très compliqué. Question de Morane, quelle est la différence entre un client et un sociétaire? Est-ce que ce dernier a plus d'avantages? Oui, justement. La grande différence entre un client et un sociétaire, c'est qu'un sociétaire, c'est un client, mais c'est plus qu'un client. C'est mieux qu'un client, j'ai envie de dire, parce que justement, s'agissant du groupe que je représente, Crédit Mutuel Arkea, nos sociétaires sont propriétaires de la banque. Donc ils sont clients, mais ils sont encore plus que clients, ils sont propriétaires. Pour une mutuelle santé, ils sont clients et adhérents, et ils ont les mêmes caractéristiques que celles qui viennent d'être développées, et ils participent effectivement de cette façon aux décisions et à la prise de décision à l'intérieur de la mutuelle. Quand vous dites adhérent, ça a le même sens que sociétaire? Ça a le même sens que sociétaire, c'est simplement des vocables qui sont un petit peu différents. Les usages. D'accord, des usages, d'accord. Tout à fait. Question de Luc, bonjour, j'ai souscrit une assurance auprès d'une mutuelle. Comment savoir si j'en suis sociétaire? Est-ce automatique? S'il a souscrit un contrat auprès d'une véritable mutuelle, il en est forcément sociétaire adhérent, puisque sa cotisation lui donne droit à l'exercice de la démocratie, en plus de bénéficier des garanties de sa propre mutuelle. Vous parlez de vraies mutuelles. C'est vrai que le terme mutuelle est un peu utilisé de manière très générale pour caractériser les contrats d'assurance santé. Un établissement mutualiste, comment on le distingue des autres établissements qui ont pignon sur rue? Une vraie mutuelle, d'abord, le fonctionnement d'une vraie mutuelle relève du code de la mutualité et non pas du code des assurances, même si on travaille sur un domaine qui est très assurantiel. Et à partir du moment où un adhérent peut à la fois avoir une action déterminante sur les prises de décision et aussi vérifier que sa mutuelle agit sans but lucratif, c'est-à-dire que les excédents où les résultats sont reversés à des adhérents et pas à des actionnaires, je pense que là, on est dans des caractéristiques fortes d'une vraie mutuelle. Alors, comment s'exprime ce contrôle, entre guillemets, des sociétaires sur ce que fait une mutuelle? Il s'exprime à différents niveaux, j'ai envie de dire à tous les niveaux de l'entreprise, depuis le niveau local, si je prends l'exemple des banques coopératives et du groupe Crédit Mutuel Arkea que je représente, au niveau de chaque caisse locale, donc une caisse locale c'est l'agence bancaire tout simplement, nous avons donc des sociétaires qui sont réunis en assemblée générale et qui élisent un conseil d'administration. Donc être sociétaire, c'est avoir cette possibilité de s'exprimer de participer et de s'exprimer au travers de l'assemblée générale. Et puis ce principe démocratique, ce principe de représentation, ce principe d'engagement, eh bien, il est valable tout au long, partout dans l'organisation de l'entreprise, jusqu'au plus haut niveau. Et on a systématiquement ce double rôle, ce double regard entre les sociétaires puis les administrateurs et les salariés. Alors justement, Mireille vous demande qui vote et que vote-t-on en assemblée générale?
Très bonne question, Mireille. J'espère qu'elle est sociétaire d'une mutuelle ou d'une banque, et je l'invite à participer à l'Assemblée générale. Les sociétaires qui sont réunis en Assemblée générale, on vient d'ailleurs de connaître entre le mois de mars et au cours du mois de mars les assemblées générales de nos 350 caisses locales. Pour la GMFI, c'est la fin du mois. Pour votre mutuelle. En même temps, on rêverait tous, y compris au Crédit Mutuel, d'une démocratie directe réelle. Alors il y a bien sûr des schémas de représentation pour que l'expression du vote se fasse ce jour et puis ait un sens et parce une portée. Il n'y a pas qu'une seule assemblée générale. Il y a 350 caisses locales au Crédit Mutuel Arkéa, 1 400 000 sociétaires qui peuvent s'exprimer au travers de ces 350 assemblées générales qui élisent leurs représentants, les administrateurs. Et donc nous avons sur ces 1 400 000 sociétaires, 3 700 administrateurs qui ensuite prennent vraiment part aux orientations, aux décisions de l'entreprise. D'accord, donc c'est plus les représentants en fait qui ont un rôle de contrôle effectif et de décision, plutôt que le sociétaire qui est un peu comme un électeur, vote pour ses conseillers municipaux, dernièrement. Pour ses délégués, ses représentants, etc. Mais vous savez, que ce soit au Crédit Mutuel ou à la MGFI, j'allais dire, l'adhérent ou le sociétaire est décideur, puisque de toute façon, j'allais dire, l'adhésion est libre. Si l'adhérent n'est pas satisfait ou le client n'est pas satisfait de sa banque ou de sa mutuelle, je pense qu'il est libre d'en changer. Il n'y a pas d'aspect contraint dans la démarche. Donc ça, c'est le meilleur rempart par rapport à la démocratie. Question de Robert qui vous dit « Si j'ai bien compris, donc les sociétaires élisent le président de la mutuelle, mais pas l'équipe dirigeante, son directeur général, les directeurs de pôle, les directeurs d'agence. Pourquoi ?» Je vous parlais de ces équipes, ces binômes entre administrateurs et salariés. Le président d'une mutuelle propose à son conseil d'administration le directeur général. C'est lui qui le propose et donc le conseil d'administration s'exprime. Donc il y a quand même un regard, un droit de veto, j'ai envie de dire. Et ensuite, les équipes de salariés sont, elles, évidemment nommées par la direction de l'entreprise. Ce qui est important en revanche, et j'insiste, c'est en permanence ce fonctionnement en binôme. Ça, c'est vraiment une caractéristique forte des groupes comme les nôtres. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a une discussion entre les représentants des sociétaires et les salariés. En permanence. Depuis, encore une fois, la caisse locale, où vous avez un président de caisse locale qui va discuter avec le directeur de la caisse locale, de l'agence, jusqu'au plus haut du sommet de l'entreprise, avec le président du groupe et le directeur général du groupe, qui sont en permanence en contact et qui discutent en permanence des orientations, des choix stratégiques pour faire avancer l'entreprise. Alors, question d'Ilian qui s'interroge sur la façon dont sont désignés les représentants des sociétaires. Je voudrais savoir comment ça se passe. Ça se passe dans vos deux structures, est-ce qu'il y a des différentes façons de faire ou... Tous les adhérents de la MGFI sont par définition des fonctionnaires de Bercy actifs ou retraités. Donc ils connaissent au quotidien leur mutuelle et à l'occasion des assemblées locales comme pour le Crédit Mutuel, ils ont la possibilité, en fonction d'un échéancier particulier, de se présenter soit en responsabilité dans des structures locales, soit ensuite de gravir un petit peu tous les échelons de ce fonctionnement, de cette structuration. Donc n'importe quel adhérent ou sociétaire a la possibilité de venir en responsabilité, s'il en a l'envie, l'appétit, le temps, la disponibilité. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, à part l'équipe dirigeante, la plupart des mutualistes responsables, en tout cas la MGFI, sont aussi des fonctionnaires qui ont leur activité professionnelle. Donc ça repart, c'est aussi sur du bénévolat que tout cela fonctionne. Et vous deux, par rapport à vos deux fonctions, donc secrétaire général, c'est une fonction qui est salariée. Et moi, je suis mise à disposition par le ministère. D'accord, mais au départ, c'est au titre de sociétaire que vous êtes président. Tout à fait. Voilà, donc là, on a un exemple de binôme. Tout à fait, oui. Un binôme essentiel dans le fonctionnement quotidien. Question de Muriel. Est-ce que les sociétaires sont consultés pour la commercialisation d'un produit ? Ils sont consultés, alors ils sont écoutés au quotidien, ils sont bien évidemment écoutés, et leurs représentants sont consultés, et leurs représentants choisissent avec nous, avec les équipes salariées, les orientations des produits, le choix des nouveaux produits. On a pour cela différentes instances qui viennent justement spécifiquement faire remonter les préoccupations, les besoins de nos sociétaires. Je vais vous en citer une très concrètement. Nous avons la commission satisfaction des sociétaires.
Ben voilà, son rôle. Alors, cette commission est composée exclusivement de sociétaires administrateurs et son rôle est en permanence de regarder les offres qui sont disponibles et qu'il s'agit de faire un petit peu évoluer, les nouvelles offres que l'on n'a pas encore et qu'il conviendrait de proposer à nos sociétaires. Donc, véritablement, il y a une écoute, une proximité très forte entre nos sociétaires et les équipes de direction et les équipes opérationnelles. Parce que vous n'avez pas besoin de faire d'études marketing pour savoir quels sont les besoins ou d'anticiper les besoins des clients. On en fait également forcément, mais nos équipes marketing ont à cœur justement d'intégrer aussi ce mode de fonctionnement spécifique, ces valeurs qui composent notre fonctionnement. Le schéma est identique pour la MGFI, même si le nom des structures n'est pas forcément les mêmes. Mais alors avec une particularité, quand on travaille dans la dimension de l'assurance maladie en complémentaire santé, il faut être aussi très vigilant par rapport aux évolutions de la législation. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a les attentes et les besoins des adhérents, mais il y a aussi cette législation qui s'impose à nous comme à tous les citoyens et avec lequel il faut jongler à la fois entre les désirs des adhérents et la réalité. D'accord. Et question de Laure qui vient compléter celle de Muriel, est-ce que du coup, par rapport à cette commission qui récolte un peu les avis des clients, est-ce que du coup cette consultation permet aussi de modifier les pratiques commerciales quand par exemple il y a des remontées sur certaines choses qui semblent aberrantes Bien sûr. Alors la commission va évidemment émettre des avis et les administrateurs représentants prendront des décisions. Mais je crois qu'un point est également important, c'est qu'effectivement nous vivons dans un monde, nous ne vivons pas dans notre bulle, nous vivons dans un monde concurrentiel, dans un monde réglementé, et donc il s'agit aussi de prendre en compte l'ensemble de ces paramètres, les remontées terrain, et les confronter pour effectivement prendre les bonnes orientations. La MGFI, le cœur de cette stratégie, c'est la direction offre-qualité. Et je pense que tout est dans le terme, y compris qualité. S'il n'y a pas de qualité, je pense qu'il n'y aura pas d'adéquation avec les besoins des adhérents. Et ils sont plus exigeants, les sociétaires, vous avez l'impression qu'ils sont plus exigeants qu'un client Dans un contexte concurrentiel comme on connaît aujourd'hui, forcément. La parole est fluide, la parole est facile, et ce sont des vrais ambassadeurs. Vraiment. D'accord. Avec les travers qui vont avec. Et avec les outils qui vont bien aussi. Les emails, tout ça. On va revenir sur le fait de comment devenir sociétaire avec les questions de Noël qui vous demandent est-ce que la souscription de parts sociales est obligatoire pour être sociétaire ? Oui. C'est justement la souscription de parts sociales qui permet de devenir sociétaire. S'agissant d'une banque, en tout cas, c'est bien ce principe. D'accord. En mutuelle, c'est l'acte d'adhésion à la mutuelle qui fait que... D'accord. C'est le complément qu'on ajoute au choix de produit. Il y a une petite somme qui est ajoutée. Non, il n'y a pas de petite somme. C'est la cotisation à la complémentaire santé qui fait qu'on devient adhérent. D'accord, c'est l'acte. D'accord. Et s'agissant des banques, donc les parts sociales, c'est un placement. En fait, c'est ce placement. Le sociétaire nous confie un minimum de placement. Donc, s'agissant du Crédit Mutuel Arkéa, c'est 15 € minimum de parts sociales pour devenir sociétaire. Et donc, ces 15 € sont placés au sein de l'entreprise. Ce sont les fonds propres de cette entreprise qui permettent justement ensuite le développement de l'entreprise. Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'a pas de produit dans votre établissement, est-ce qu'il peut quand même acheter des parts sociales et être sociétaire sans détenir un seul produit de la banque ? Le premier contact avec l'entreprise peut démarrer par l'ouverture de parts sociales. Ça peut être le premier contact commercial. Et c'est ce premier acte qui permet tout de suite de devenir sociétaire. D'accord. Ce qui n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait devenir client sans être sociétaire, ouvrir un compte courant et par donc exemple. Vice versa. Mais par contre, on peut être simplement sociétaire, rien d'autre. C'est rare bien sûr, mais on peut être tout simplement sociétaire avec uniquement 15 € de parts sociales. Et anecdote, je suis sociétaire et client du Crédit Mutuel. et donc il y a une rémunération de ces parts, parce que vous dites que c'est un placement, donc ça veut dire que tous les ans il y a un dividende qui est versé Alors c'est pas un dividende justement, c'est bien la différence avec les entreprises capitalistes. C'est donc les parts sociales sont rémunérées, alors avec un minimum de versement, 15 €. On ne les rémunère pas parce que voilà, ce serait quelques centimes. Je crois que ça serait évidemment assez frustrant. Voilà, exactement, de part et d'autre. Mais ce qui est important, c'est que ce sont effectivement les fonds propres, mais qui ne sont absolument pas soumis aux aléas de la bourse. Ils ne sont pas du tout placés sur les marchés financiers. Ils sont confiés et gérés en bon père de famille dans l'entreprise. Et ils permettent une revalorisation annuelle qui est, on va dire, basée sur des taux proches du livret en net.
très concrètement, pour 2013, nous avons versé un taux de 2,46, pas loin de 2% brut, ce qui, après prélèvements fiscaux et sociaux, revient à peu près à un taux proche du livret, un tout petit peu supérieur, mais guère plus. D'accord. Alors on a quelques internautes qui ont envie d'être candidats. Et il y a Jacques qui demande qui peut se présenter aux élections dans les instances d'une mutuelle. Tout adhérent. Tout adhérent peut se présenter en tant que candidat aux instances des mutuelles. Alors, j'expliquais qu'il y a quand même une planification. Et lorsqu'on est désigné comme membre d'un comité, ce qui sont nos structures régionales, ou membre du conseil d'administration, on est élu pour 6 ans. Donc voilà, ce n'est pas tous les ans qu'il y a des appels à candidature, mais régulièrement, bien évidemment. Et tout adhérent peut le faire sans aucune difficulté. D'accord. Alors justement, Yannick vous demande quelles sont les démarches à suivre. Qui doit-il contacter s'il veut faire cette démarche de devenir un représentant des sociétaires? S'il veut devenir représentant des adhérents, en tout cas pour la MGFI, il doit effectivement s'adresser à son comité régional ou départemental. Il y a des structures à tout niveau. Et de toute façon, dans la publication trimestrielle que nous adressons à tous les adhérents, parce que la communication fait aussi partie de cette démarche, de fonctionnement démocratique, eh bien, lorsqu'il y a des appels à candidature, lorsque c'est le moment de renouvellement des instances, tout adhérent est informé de cette démarche. Donc, de la même manière, pour nous, j'invite Yannick à se rapprocher de sa caisse locale s'il est sociétaire du Crédit Mutuel. Et donc, il pourra tout à fait se présenter aux élections. Et cet appel à candidature est obligatoire? C'est statutairement obligatoire pour toute mutuelle de lancer un appel large à tous les sociétaires, leur disant une nouvelle échéance arrive, si vous souhaitez vous porter candidat? Il est statutairement obligatoire et j'allais dire par rapport au fonctionnement de nos institutions, il est déontologiquement souhaitable. C'est vraiment le principe démocratique qui fonde nos modèles. D'accord. Question de Phil, est-ce que parmi les représentants que vous avez indiqués, les différents strates, on a vu il y avait différents niveaux, qui a le plus de pouvoir et pourquoi? A priori, parmi tous les représentants, ils ont au départ les mêmes pouvoirs. Après, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la démocratie, ça s'organise et ce n'est pas du tout péjoratif. La base est large, très large, elle est consultée régulièrement. Après, elle diminue cette base, ou elle se rétrécit au niveau de l'instance nationale qui est l'Assemblée générale, qui est décisionnaire. Mais il n'y a pas, j'allais dire sur la ligne de départ, tout le monde, bien évidemment, a les mêmes chances. Et de surcroît, il est déterminant que nous représentions aussi au sein de nos instances la totalité de la population couverte, actifs, retraités, hommes, femmes, bien évidemment, avec cette recherche de parité constante, et puis toutes les catégories socio-professionnelles qui existent à l'intérieur de l'administration de Bercy. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous analysez un petit peu la liste des candidatures pour essayer de rectifier le tir si vous voyez qu'il y avait une tendance, qu'il y avait un biais. On regarde, régulièrement la composition de nos administrateurs représentant les sociétaires, parce qu'effectivement, la force de ce dispositif, c'est qu'il soit le plus représentatif possible de la base de nos sociétaires. Question de Marc qui demande si ces représentants perçoivent un salaire ou une indemnité. Les sociétaires ou les administrateurs? Les représentants des sociétaires. Donc les administrateurs sont bénévoles. D'accord. Les adhérents et les militants locaux sont effectivement bénévoles. Il y a un système d'indemnité qui existe au plus haut niveau. Oui, c'est qu'à partir du moment où on est amené à beaucoup se déplacer, à prendre du temps personnel, voire du temps de travail pour faire les réunions, parce que j'imagine que ça nécessite... Tout ça en conformité avec le code de la mutualité en ce qui nous concerne. D'accord. Question de Pierre, pourquoi la politique tarifaire n'est-elle pas soumise à l'approbation des sociétaires ? Et il y a une logique locale, mais également territoriale plus large. Et c'est vrai que les sociétaires ne sont pas consultés, n'approuvent pas en tant que tel la logique tarifaire. En revanche, le conseil d'administration, et là je prends l'exemple du Crédit Mutuel Arkéa au niveau régional, le fait. Et effectivement, les sociétaires peuvent s'exprimer notamment au travers de l'Assemblée générale, mais pas que, au travers des écoutes que l'on a en permanence avec eux. Mais c'est bien au conseil d'administration qui, lui, valide les tarifaires. Donc ça s'organise au niveau régional. On verrait mal une caisse locale d'une ville avoir une politique de tarifs différente de la ville d'à côté. Donc ça s'organise forcément à un niveau régional. Ce sont bien les représentants des délégués, des adhérents, qui analysent cette tarification. Et de toute façon, la tarification, elle est aussi très clairement précisée dans tous les supports de communication que nous avons, y compris le niveau des frais de gestion, l'utilisation des fonds collectifs doit effectivement apparaître en toute transparence. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a à peu près 350 assemblées générales, chacune pour chaque caisse. Donc finalement, au niveau de chaque caisse,
Que demande-t-on aux sociétaires quand on le consulte, on le convoque en assemblée générale? L'assemblée générale, alors c'est l'occasion déjà de faire un point sur l'année qui s'est écoulée, l'activité de la caisse locale. C'est l'occasion de voter les comptes de la caisse locale, puisque chaque caisse locale est autonome dans sa gestion, avec donc des comptes qui sont approuvés par l'assemblée générale de sociétaires, et puis on élit ses représentants. Et si les comptes ne sont pas approuvés? C'est un point sensible, bien sûr, mais déjà il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas approuvés. Depuis que je suis en poste, je n'ai jamais connu cette situation. Ils ne sont pas approuvés à l'unanimité, c'est certain, mais en général ils sont approuvés à la majorité sans difficulté. La démarche est la même à la MGFI, avec un petit peu moins de représentation locale. On n'a que 110 assemblées départementales, mais on profite aussi de ces rendez-vous annuels avec nos adhérents, qu'on rencontre d'ailleurs en grande proportion, pour aussi, j'allais dire, aborder avec eux des vrais sujets de société, et en tout cas des sujets liés à l'actualité sociale. Ça me paraît aussi être un lieu de formation, d'information et d'échange. Une assemblée générale, c'est pas que la partie statutaire. Et je pense qu'au Crédit Mutuel, c'est exactement la même chose pour y participer. Le développement local a vraiment un poids très important dans ces moments de rencontres et d'échanges, et ça c'est un point très important. D'accord. Question justement de Vincent qui va vous amener peut-être à expliquer, aller peut-être un peu plus dans le détail justement de cela. Il dit, hormis l'élection des représentants, sur quel sujet un sociétaire peut émettre un avis qui ne soit pas consultatif? Un sociétaire qui soit au-delà du consultatif, sur le pouvoir qu'il a de voter pour ses représentants notamment. Et après, mais au-delà justement, une fois qu'il a voté sur ses représentants, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il peut être consulté de manière directe? À consulter, il peut s'exprimer en permanence. Il est écouté. Je vous citais tout à l'heure les commissions, donc ça, il peut s'exprimer. Mais c'est du volontariat, c'est pas du systématique. S'il a envie de dire quelque chose, il peut le faire. Bien sûr. Au-delà de la désignation des représentants, bien sûr, sur toute l'activité de la mutuelle, en tout cas de la MGFI, que ce soit le niveau des prestations, leur contenu, leur diversité, le niveau des cotisations, le fonctionnement de la mutuelle, les prises de position de la mutuelle dans un environnement beaucoup plus large, sur tous les sujets. Et après, je pense qu'un point très important pour illustrer justement ensuite concrètement le rôle et le pouvoir de décision que peuvent avoir ces représentants, c'est qu'une fois qu'il s'est engagé, qu'il devient administrateur même au premier niveau, au niveau local, au niveau de sa caisse locale, sur une ville de taille tout à fait modeste. Oui, parce qu'il peut y avoir un représentant de ça, il y a un représentant des sociétaires au niveau de la caisse locale. Plusieurs. Chaque conseil de caisse locale comporte en moyenne 10 administrateurs. Et donc ces administrateurs qui gèrent vraiment la caisse au niveau local, se réunissent chaque mois en conseil d'administration et là prennent vraiment des décisions très concrètes, très opérationnelles. Un exemple, ils prennent des décisions s'agissant des activités bancaires, ils prennent des décisions sur l'octroi de prêts, sur des crédits qui n'entreraient pas dans la délégation de l'équipe de la caisse locale, l'équipe des salariés. C'est le conseil d'administration, donc les 10 administrateurs qui se réunissent chaque mois et qui analysent les dossiers de crédit et prennent des décisions. D'accord. Donc là, on est vraiment dans l'opérationnel. Dont le montant est assez conséquent, exactement. Soit dans le soit profil, hors norme, ce profil social particulier, exactement. Il faut un montage un peu spécifique, des caractéristiques, on va dire, atypiques par rapport à une gestion courante. Et là, il y a vraiment un rôle très concret de décision et c'est chaque mois que ça se passe. Et opérationnel, exactement. Ce qui est important, c'est que nos représentants locaux soient vraiment immergés dans leur environnement bancaire ou en tout cas professionnel, parce que c'est ce lien qui est important. Je veux dire, il faut que l'adhérent puisse se reconnaître au travers de ses représentants locaux. Parfois, la tête de la mutuelle leur apparaît un peu loin, donc ces intermédiaires sont déterminants. Alors, question d'Yvonne, et ce sera la dernière. Du coup, pour pouvoir faire ce rôle de représentant, il y a des formations. Quand on est élu pour la première fois, est-ce que vous prenez le temps de former les gens? Combien de temps ça prend? Le dispositif de formation à la MGFI est particulièrement important. Il va de la formation de base qu'on appelle découverte ou premier niveau, jusqu'à des formations plus techniques, plus complexes, puisqu'il y a différentes responsabilités qui peuvent être assumées. Et de toute façon, c'est une obligation de par le Code de la mutualité, puisque d'ailleurs les autorités de tutelle sont très vigilantes par rapport à ça. Il faut que nos représentants soient formés, informés bien sûr, mais formés aussi aux différentes problématiques.
C'est exactement la même chose s'agissant des banques et du Crédit Mutuel Arkéa. Nous avons un cursus de formation, j'ai envie de dire, qui couvre les deux champs, le champ des métiers, pour que nos administrateurs comprennent l'exercice de nos métiers, sans vouloir en faire des experts, mais au moins qu'ils aient les bonnes clés pour décoder nos activités, et puis un parcours lié à leur rôle, leur engagement en tant qu'administrateur. Donc voilà, nous couvrons ces deux volets avec effectivement un investissement très important. D'accord. Juste à titre de curiosité, ça représente quel budget pour vos structures, cette formation pour sociétaires? J'ai pas le budget, en tête, mais voilà, nous avons 3700 administrateurs. Ce sont plusieurs journées par administrateur chaque année qui sont consacrées à cette formation. D'accord. Plusieurs journées et des dizaines, des centaines de militants qui sont formés, ça c'est clair. Oui, parce que... Un renouvellement permanent. D'accord. Merci beaucoup Anne Le Goff, merci beaucoup Serge Boucher d'avoir répondu aux questions de nos internautes sur le fonctionnement et la démocratie des banques et des assurances mutualistes. Merci à Steve qui était à la technique. À bientôt sur l'internaute.com pour d'autres questions sur vos finances personnelles.